Elle a fait partie de ceux qu'on a appelés les bébés Mélenchon, une génération de jeunes figures de la société civile qui incarnent une forme de renouvellement politique. Enseignante devenue militante dans le sillage de son mentor, Jean-Luc Mélenchon, elle reste connectée aux luttes sociales et aux nouveaux combats culturels de la gauche. La députée LFI NUPES de l'Hérault est l'invitée du grand entretien de ce dimanche en politique. Nathalie Oziol, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et merci à vous également de nous suivre. Alors, comme il est de coutume dans l'émission, on commence toujours par une image, une photo qui interpelle. Alors, regardez, c'est celle-ci. Donc, c'est la première rencontre officielle entre la France insoumise et le sénateur socialiste indépendant du Vermont. On se souvient de sa campagne historique de 2016, donc Bernie Sanders, pour l'investiture du Parti démocrate à la présidentielle américaine. Alors, non seulement alors, il n'avait pas réussi face à Hillary Clinton, mais en plus, il avait renoncé à sa révolution politique, il l'avait rejointe. C'est ce modèle-là, ce Bernie Sanders-là, votre modèle en politique, un perdant au final ? Alors, on ne peut pas comparer deux systèmes politiques qui sont différents. Pour autant, c'est clair que nous avons des thèmes de campagne qui sont communs. Par exemple, sur la diminution du temps de travail, sur l'amélioration des conditions de travail, sur la prise en compte de la jeunesse et des droits que les jeunes ont besoin d'acquérir dans une société saine. Et donc, c'est de tout ça que nous avons discuté. Et c'est clair que c'était un moment assez historique, puisque c'est la première fois non seulement que la France insoumise, qu'une délégation de la France insoumise dont je faisais partie rencontrait Bernie Sanders, mais c'est même la première fois que la gauche française rencontrait Bernie Sanders. Alors, justement, dans ce tweet, vous écrivez à propos de lui, qui comme nous, donc Bernie Sanders, qui comme nous, mène une campagne pour la hausse des salaires, la redistribution des richesses et la jeunesse. C'est parce qu'il personnifie peut-être cette gauche qui veut rompre avec le néolibéralisme, qu'il est un modèle pour vous, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de modèle, mais en tout cas, nous avons besoin de trouver des liens à l'international. La France insoumise a toujours réfléchi l'internationalisme, c'est-à-dire les liens avec des formations politiques dans d'autres pays, y compris outre-Atlantique. Contre le capitalisme, contre le néolibéralisme ? Eh bien, c'est ce qu'on remet en question, et c'est ce que Bernie Sanders remet en question également, parce que nous pensons que ce système-là, néolibéral, capitaliste, creuse des inégalités, enfonce les inégalités sociales, créer des choses injustes contre lesquelles nous avons besoin de trouver une respiration. Et donc, en tant que sénateur, c'est le choix de Bernie Sanders d'être sénateur dans le sillon de Joe Biden, avant ça d'Hillary Clinton. Eh bien, il continue de porter des causes et de faire parler. Il a beaucoup, je crois, d'écho dans ses réseaux sociaux. Il est très suivi, par exemple. Et ça, c'est important pour nous parce que c'est peut-être là où on attend moins la France insoumise. Mais alors, ce socialiste avait été jugé à l'époque trop radical face à Hillary Clinton. On y reviendra pour faire le pendant de Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, cette admiration en dit long peut-être sur vous. Voici votre portrait express. Nathalie Oziol est une bonne élève. Née à Toulouse, la députée de l'Hérault fait ses études à Montpellier. Elle réussit l'agrégation d'anglais à 23 ans et exerce comme professeure dans un lycée. Elle soutient sa thèse de doctorat sur le théâtre de Shakespeare en 2020, alors qu'elle est déjà une militante très investie au sein de la France insoumise. Candidate aux élections départementales puis régionales, sa troisième tentative est la bonne. Elle entre à l'Assemblée nationale dans le groupe de la NUPES. Son suppléant, René Revol, vante son énergie et sa grande capacité de travail. Le maire de Grabel et compagnon de route historique de Jean-Luc Mélenchon dit joliment que sa connaissance des personnages maléfiques du théâtre shakespearien lui donne toute l'expérience nécessaire pour réussir en politique. Son goût pour les westerns aussi. La députée vient d'inaugurer une permanence électorale à Montpellier. Preuve qu'à 34 ans, elle n'a pas l'intention de lâcher la politique. Mais attention, sa circonscription, la deuxième de l'Hérault, créée un peu avant sa naissance, n'a jamais élu deux fois le même député. Voilà donc le portrait d'une militante qui se veut énergique, proche bien sûr de ses électeurs et des combats, je disais tout à l'heure, culturels de la gauche. Parmi ceux-ci, l'antiracisme, l'écologie et le féminisme. Alors sur la question du féminisme, vos adversaires vous ont beaucoup reproché cette image. Vous vous en souvenez à l'Assemblée nationale, applaudissant à pleine main lors de la première prise de parole d'Adrien Quatennens après sa condamnation pour violence conjugale et son retour à l'Assemblée nationale. On ne voit que vous, alors fallait-il cette démonstration de soutien ?
Bon, j'ai répondu déjà de nombreuses fois à cette question-là. Il faut voir, lorsqu'on voit l'ensemble de l'hémicycle, c'est plusieurs députés de plusieurs bancs qui se lèvent parce qu'il y avait à ce moment-là une tentative de récupération politicienne par les députés macronistes et ce qui a valu que, y compris sur d'autres bancs et notamment du groupe Lyot, certains leur rappellent que personne n'avait le droit de décider qui peut s'exprimer ou pas au sein de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, là où pour moi c'est important d'enfoncer le clou ici, c'est que cet épisode-là, cette image-là ne doit pas en fait occulter les grandes causes du féminisme. Par exemple, il y a encore, on peut se féliciter que la France Insoumise, lors de notre niche en novembre dernier, nous avons fait inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. C'est quelque chose que les macronistes nous avaient refusé dans la précédente mandature. Donc nous nous félicitons que cela ait pu être possible. Donc vous dites, vous restez une militante féministe, les actions et les votes, les propositions le prouvent, mais sur l'exemplarité des élus, on va y venir en rentrant tout de suite dans l'actualité de la semaine avec le cas donc du député LFI Carlos Martins Bilongo, député du Val d'Oise. Il fait encore parler de lui. Il était déjà visé par une enquête pour soupçon de fraude fiscale et blanchiment. Il aurait aussi sous-loué un logement social à sa sœur pendant 6 mois. Alors, un ministre mis en cause dans une affaire démissionne, ça c'est la jurisprudence Balladur. Pourquoi pas un parlementaire ? Bon, Carlos Martins Bilongo s'est exprimé par communiqué sur ces 2 affaires qui sortent. Il a apporté des éléments de réponse, il y a une enquête en cours. Il a expliqué, par exemple, qu'il a ouvert un compte Revolut via une application. Donc, je le dis aux gens qui nous écoutent, si vous utilisez cette banque en ligne, Revolut, automatiquement, un compte est ouvert à l'étranger. Maintenant, Carlos Martins Bilongo, on sait que c'est une cible. Et c'est une cible notamment de l'extrême droite. Personne n'oubliera quand même l'événement qui, alors qu'il prenait la parole, un député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, s'est permis cette saillie raciste à son égard qu'il retourne en Afrique. Donc Carlos Martins Bilongo est une cible. Donc une victime selon vous, mais ma question est la même. Est-ce qu'un député mis en cause ne doit pas démissionner? Est-ce que l'exemplarité politique n'implique pas aussi l'exemplarité dans la sphère privée? C'est aussi le cas pour M. Quatennens. Est-ce qu'il est déjà coupable? Du coup, je crois qu'il y a une enquête en cours. Il a répondu par communiqué et je crois qu'il a mis des avocats aussi sur le coup et qu'à son tour, il porte plainte. Parce qu'on peut se poser la question quand même de la façon dont des éléments qui relèvent de la justice, du parquet, se retrouvent aussitôt dans la presse, si bien que lui-même est averti après la presse. Alors vous le savez, dans les pays nordiques, on est beaucoup plus strict vis-à-vis des élus. Donc pour vous, jeunes députés, il ne faut pas plus d'exemplarité pour les élus. Mais je ne dis pas que Carlos Martins Bilongo est ou n'est pas exemplaire, en fait. Je dis que lui s'est expliqué là-dessus, il a donné des éléments, qu'une enquête a lieu, et que maintenant, il faut laisser les choses suivre leur cours. Je crois quand même. Et qu'il faut laisser les choses suivre leur cours, mais que ça n'empêche pas de se questionner, puisque c'est aussi le jour où il sortait son livre, Carlos Martins Bilongo, que la première affaire a éclaté. Et il a des réponses, je crois. On va avancer sur d'autres questions d'actualité. La réintégration des soignants pompiers non vaccinés donc du Covid-19, c'était une proposition de loi NUPES. Après 2 ans de suspension, donc des milliers de soignants peuvent réintégrer leur service. C'est une proposition de loi, une loi qui a été donc votée avec le RN. Est-ce vraiment une victoire? Vous savez que le gouvernement peut à nouveau suspendre cette réintégration si l'épidémie revient. C'est avant tout une proposition de loi portée par la NUPES. Que le RN choisisse de voter, ça, je veux dire, ni on leur quémande quoi que ce soit, ils font ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas besoin de leur vote, mais ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas une preuve de scepticisme de LFI envers la science? C'est avant tout... Non. C'est une proposition de loi qui a été portée avant tout par des députés d'outre-mer. Mais pourquoi? Parce que la situation de l'hôpital et la question sociale de manière générale dans les Outre-mer est dramatique. C'est-à-dire que ce sont des endroits où d'abord on leur a injecté du chlordécone jusque dans les organismes et qu'ils se sont retrouvés du coup avec une augmentation, une flambée des cancers. Cela a nourri une défiance et lorsque on leur explique que désormais les soignants
pour pouvoir soigner à l'hôpital, vont devoir obligatoirement se faire vacciner et que sinon ils sont suspendus, cela crée une crise sans précédent de l'hôpital. Et donc ce sont des députés d'outre-mer de tous les groupes de la NUPES qui ont porté cette proposition de loi, mais au-delà de ça, c'était une proposition qui a été portée en premier par la France Insoumise, qui a été défendue par le Parti Socialiste, qui a été défendue dans la niche communiste et défendue également par les écologistes et par le groupe Lyot. Alors justement, vous parlez de Lyot, le 8 juin prochain, il y a cette proposition de loi qui vise à ramener l'âge légal donc à 62 ans, concernant la retraite. Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance, estime que cette proposition de loi est un mensonge aux Français, une arnaque et un coût de 15 milliards d'euros. On sait déjà que le gouvernement va s'opposer pour, constitutionnellement, dire que cette proposition est irrecevable. Ce gouvernement est très fébrile. Il est très fébrile parce que il a failli, déjà le gouvernement d'Emmanuel Macron a failli sauter. À 9 voix près, lors de la précédente motion de censure, ce gouvernement sautait. Et donc, voilà que le groupe Lyot décide de ne pas classer l'affaire des retraites, parce que ça, c'est dans l'agenda macroniste, d'essayer de vite passer à une autre actualité. Et donc, de revenir avec une proposition de loi qui abrogerait le fait que l'on doive partir maintenant à la retraite 2 ans plus tard. Donc, ça serait une grave erreur pour le gouvernement de bloquer cette proposition de loi, très rapidement de toute façon, on voit bien que... ce gouvernement cherche à museler toute opposition. Quelles que soient les propositions, d'où qu'elles viennent, il n'écoute rien. 10, 11, 49.3, le fait que les débats aient été limités dans le temps, le fait maintenant qu'on parle d'article 40 pour peut-être empêcher que la discussion sur la proposition de loi du groupe Lyot ait lieu, tout cela pose question et cela montre leur fébrilité. On avance sur ce projet d'attentat donc, qui a visé Jean-Luc Mélenchon. Dans un tweet, vous avez manifesté tout votre soutien, encore une fois cible d'un projet d'assassinat sans aucun avertissement. Écrivez-vous, cette ambiance n'est pas bonne. Un maire donc démissionne, une manifestation néo-nazie à Paris, des projets de meurtre, c'est insupportable. On ne laissera pas faire, vous dites, mais c'est-à-dire, vous voulez en découdre avec l'extrême droite ? Vous vous rendez compte quand même que l'ambiance dans le pays, c'est les images que l'on voit à cet instant, donc des manifestations néo-nazies qui maintenant ont lieu dans Paris, qui ne sont pas interdites parce que apparemment ce ne sont pas des troubles à l'ordre public quand des casserolades, elles, le sont. Un maire qui donc, le maire de Saint-Brévin, parce qu'il défend un centre d'accueil des demandeurs d'asile, se fait incendier son domicile où sa famille était également, ça aurait pu être bien plus dramatique, et qui se voit donc... forcé, lui, il ne voit pas d'autre solution que la démission parce qu'il estime qu'il a été abandonné, y compris par l'État. Vous pourriez y ajouter l'agression du petit-neveu du président, donc de Brigitte Macron, également, à Amiens. Également ce cégétiste de Verbaudet qui se fait donc gazer, cracher à la figure parce qu'il exerce son droit de grève, tout cela n'est pas bon. Et je dis que lorsque, par exemple, Elisabeth Borne se permet d'expliquer que l'extrême droite serait plus fréquentable, plus républicaine que la France insoumise, tout cela est dangereux et participe d'une stratégie que nous dénonçons. Éric Ciotti aussi, les Républicains reprochent à LFI d'encourager ces violences. Oui, bon, c'est pas nous qui avons mis un incendie, c'est pas nous qui avons incendié le domicile d'un maire, c'est l'extrême droite qui le revendique. Donc cette espèce d'amalgame qui permet de mettre dans un sac en fait la France insoumise et la NUPES d'un côté et puis de l'autre l'extrême droite est extrêmement néfaste et permet de ne jamais citer le mot extrême droite en fait, puisqu'on l'a vu lors d'une séance de questions au gouvernement cette semaine, lorsque les macronistes s'expriment sur la question, jamais ils ne pointent du doigt le fait que c'est l'extrême droite qui revendique cela. Jamais il ne pointe du doigt que c'est la violence de l'extrême droite qui a lieu dans les rues lors de manifestations néo-nazies. Eh bien, nous leur rappelons et nous disons qu'il y a besoin d'une protection et surtout qu'on soit au courant lorsqu'il y a des projets d'attentats, d'assassinats contre Jean-Luc Mélenchon, contre le rappeur Médine, contre le CRIF, contre les mosquées. Alors, avant la présidentielle de 2027, il y a les européennes de 2024. C'est la question qui fâche de ce dimanche aux politiques, à savoir quelle stratégie donc la gauche doit adopter. La NUPES est divisée sur ce sujet. On fait le point tout de suite et on en débat tout de suite avec votre contradicteur. Mais d'abord, ce reportage dans les Côtes d'Or. Illustration, c'est un thème national. Regardez et on en débat tout à l'heure.
Ils marchent ensemble depuis un an. Dans les manifestations, sur les bancs de l'Assemblée, la NUPES donne de la voix. Vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Si l'Union a permis d'élire 150 députés, cette voix est souvent loin d'être uniforme. La constitution d'un groupe parlementaire unique a d'ailleurs vite été abandonnée. Cécile Untermaier en fait partie, seule députée bourguignonne étiquetée NUPES, mais la socialiste l'a toujours dit, elle a sa liberté. Je pense que nous nous sommes affirmés, nous, en tant que groupe, travaillant le cas échéant avec les autres groupes constitutifs de la NUPES, mais en même temps en conservant notre identité. Je pense que sans même nous appliquer à le faire de manière assez naturelle, chacun des groupes a souhaité quand même conserver son identité. Après une année d'accords et de désaccords, de nouvelles tensions apparaissent sur la stratégie électorale, pourtant l'essence de la NUPES, en vue des européennes. LFI met la pression pour une liste commune. Les Verts y sont opposés, comme l'élu dijonnaise Catherine Hervieux. Nous avons un projet, nous avons quelque chose de cohérent qui existe et qui est reconnu depuis des années et des années à chaque élection. Et ça, encore une fois, ça fait partie du pluralisme démocratique. Dans un récent sondage, 76% des sympathisants de gauche se disent favorables à une liste commune, dont 90% de communistes, 70% de Verts. Pour Antoine Peillon, ancien candidat LFI en Côte d'Or, il faut poursuivre ce rassemblement. Des gens qui ont une sensibilité sociale, une sensibilité écologique aussi, une sensibilité de gauche, mais c'est très large le terme de gauche, nous disent de façon constante, restez unis. Rester ensemble. La coordination de la NUPES 21, c'est 35 personnes représentant 6 partis aujourd'hui. À 90% d'entre nous, ce qui compte le plus, c'est la NUPES, bien avant nos propres organisations. Si l'enjeu est lointain, la désignation d'un candidat unique pour la présidentielle marquera un tournant pour la NUPES. Elle aura alors 5 ans, suffisant ou pas, pour l'âge de raison. Liste commune, liste séparée, donc on va en parler pour les européennes avec le contradicteur. Bonjour. Bonjour. Donc nous recevons Jean-Dominique Delaveau, membre fondateur de Place Publique Hérault et conseiller municipal de Montpellier. Alors pour commencer le débat, la formule gagnante est-elle celle-ci? Selon ce sondage IFOP pour le JDD, c'est une union donc de la gauche, 26% d'intention de vote pour la NUPES, ex aequo avec le RN. Ou bien cet autre sondage, donc commandé par Europe Écologie Les Verts, Institut Harris Interactive, où les listes séparées donc donneraient 10 à 14 points de plus, LFI seulement à 9%, derrière le PS à 10%. Alors Nathalie Oziol, c'est une question de survie pour LFI, cette union de la gauche aux européennes? C'est pas que sous cet angle-là qu'il faut aborder la question. La NUPES, elle s'est faite en un temps record, je tiens à le dire quand même, entre les deux tours de l'élection présidentielle parce que il fallait trouver une majorité et essayer de gagner en fait le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais ça s'est fait non pas que sur un accord électoral, il s'agissait d'un accord programmatique sur 650 mesures que l'on pourrait maintenant étoffer des batailles que nous avons menées à l'Assemblée nationale. Et donc aux européennes, il s'agit de pouvoir dire que nous pouvons battre et la Macronie et le Rassemblement national et être la force en dynamique. Alors Jean-Dominique Delaveau, pour vous, donc cette formule gagnante, c'est une union de la gauche sans LFI. Pourquoi ? Là aussi, il ne faut pas poser la question qu'en termes de sondage, surtout un an à l'avance, quand les listes ne sont pas faites et les programmes pas précisés, sur une question qui n'intéresse pas tellement les Français, malheureusement, et alors qu'on n'interroge pas les gens sur ceux qui vont ou non aller voter, sachant que c'est une des grandes questions à se poser, c'est le taux d'abstention pour cette élection-là, et c'est sûrement dans ce domaine-là qu'il faudrait prendre des initiatives pour éviter une catastrophe. Après, bien sûr qu'il y a une aspiration à l'union. Je rappelle qu'il y avait aussi une aspiration à l'union de ce qu'on appelle le peuple de gauche pour les présidentielles. N'empêche qu'il n'y a pas eu d'union, qu'il y a eu une catastrophe pour tous les partis qui se sont présentés pratiquement. Et c'est d'ailleurs pour ça que Place Publique n'avait pris parti pour aucun des candidats. Pour les européennes, on est dans la place, puisque je rappelle qu'aux dernières élections européennes, Raphaël Glucksmann était tête de liste avec le PS, Nouvelle Donne et quelques autres. Il y a 2 députés Place Publique au Parlement européen. Il y a eu une expérience, il y a eu une réflexion, d'où sont en train
train de sortir des propositions. Parce que l'Europe, avant d'être une arithmétique politicienne entre des partis, c'est un projet, c'est un dessein. Alors, à propos de l'Europe et du drapeau européen, autre débat, les macronistes, c'est Manuel Bompard qui l'écrit dans ce tweet, préfèrent discuter du drapeau européen alors que des millions de Français subissent de plein fouet l'augmentation des prix. Est-ce que, quand même, ce n'est pas de nature à vous rendre eurosceptique, voire souverainiste ? Non, ça c'est la stratégie des macronistes, c'est-à-dire qu'en focalisant sur un symbole, le drapeau européen, ils espèrent qu'on ne parle plus de la réforme des retraites, qu'on ne parle pas de l'inflation dont ils sont responsables et qui ne font rien pour limiter, et qu'on ne parle pas des problématiques sociales, écologiques qui traversent le pays. En fait, on commence avec une proposition de loi qui dit qu'il faut donc maintenant avoir le drapeau européen sur le devant de toutes les mairies, et on finit quand même avec l'obligation d'afficher le portrait d'Emmanuel Macron dans toutes les mairies. Sur l'union de la gauche pour les européennes. Pourquoi c'est la formule gagnante? Eh bien, déjà, effectivement, 75% des électrices et des électeurs de la NUPES veulent que nous partions ensemble. Cela traverse également les différentes formations de la NUPES. Vous avez des voix comme Sandrine Rousseau, comme Philippe Brun au Parti socialiste, qui appellent à ce qu'on prolonge ce qui a été possible jusqu'à maintenant. Alors, on va laisser répondre sur ce point-là. Je crois que l'anecdote sur la question du drapeau européen illustre bien le problème qui fait, vous y avez fait allusion tout à l'heure, qu'en ce qui concerne Place Publique aujourd'hui, on est favorable à une large union pour les élections européennes, mais on ne pense pas que LFI a la possibilité d'en faire partie, parce que ce qui l'emporte effectivement quand on lit le programme de la France insoumise, ou quand on écoute ce débat sur le drapeau européen, ou à travers différentes positions de politique étrangère de votre parti, Nathalie Osiol, on ne s'y retrouve pas. Nathalie Osiol, répondez là-dessus. Il y a un écart trop grand pour l'instant pour travailler ensemble sur l'Europe. Oui, je devine ce qui est dit entre les lignes. C'est-à-dire que à chaque fois, on appelle aux questions internationales pour expliquer que ce n'est pas possible. Bon, déjà, le programme de la NUPES est toujours d'actualité et ne demande qu'à être augmenté. Les questions internationales, elles sont les prérogatives du chef de l'État. Donc à la rigueur, ça aurait pu être un problème pour les présidentielles. Ce n'est pas l'Europe qui s'occupe de ça. Je dis aussi que si nous partons avec des listes séparées, disons-nous qu'en 2019, le PCF, Génération, avait fait moins de 5%. Ça veut dire aucun député, et ça veut dire des voix qui sont perdues, puisqu'aux élections européennes, le format veut cela. Que si on cumule les voix de Place Publique, Parti Socialiste, France Insoumise, EELV, nous étions en tête. Pourtant, ce n'est pas ça qui a été retenu, puisque nous avions fait des campagnes séparées. Alors très rapidement, parce que le temps presse, éviter ce scénario. Est-ce que pour résumer, vous êtes sur la ligne du maire de Montpellier qui dit pas d'outrance, pas de populisme avec l'extrême gauche, et que c'est... Je ne vais pas faire référence à Mickaël Delafosse, mais je veux bien le faire. Je pense que c'est pas qu'un problème lié à la politique internationale, je pense que c'est un problème de méthode de LFI. Quand on lit le programme sur l'Europe de la France insoumise, on ne voit d'abord aucun bienfait de l'Europe. Tout ce qui est fait n'est pas satisfaisant. Il y a un programme de la NUPES tout est à transformer, tout est à secouer, tout est à appel à la désobéissance, etc. Et ça marche pas comme ça, l'Europe. Ça la peut désobéissance pas marcher au traité, oui. Ça ne doit marcher, et d'ailleurs nos députés Place Publique en témoignent régulièrement, que par du travail, des négociations, des consensus, des compromis. Et c'est pas du tout la logique qui est la vôtre, en France non plus. Dernier mot, et on passe à votre mot de la fin. Oui, actuellement, nos formations politiques au Parlement européen ont 80% de votes en commun, en siégeant dans des groupes différents. Donc en fait, la pratique du Parlement européen fait que toutes ces questions-là sont dépassables. Il n'y a rien à ce stade qui nous semble indépassable dans les arguments qui sont mis en avant. Voilà, on s'en tiendra là. Merci à tous les deux d'avoir débattu sur ce sujet. On en arrive au mot de la fin qui vous appartient. Vous avez choisi de parler sécheresse et gestion de l'eau. On pense bien sûr à la crise dans les PO. Vous êtes référente et les filles dans les PO également. Au-delà des mesures d'urgence, vous dites qu'il faut des mesures à long terme, structurelles. Lesquelles ? La situation est clairement alarmante. Les Pyrénées-Orientales. Dans les Pyrénées-Orientales, il y a plusieurs villages qui n'ont plus d'eau potable au robinet. Et c'est quelque chose qui nous pend au nez dans l'Hérault maintenant, puisque le niveau d'alerte a été augmenté. Donc, il va y avoir la gestion de l'eau à long terme. Vous proposez notamment que cela devienne une gestion publique. Oui. J'ai apporté ici, nous avons réfléchi à un plan pour protéger l'eau et en faire un bien commun de l'humanité. C'est une question que l'on réfléchit depuis des années pour le programme présidentiel 2022, mais aussi en 2017 et aussi en 2012. Vous proposez une tarification sociale ou solidaire. Le président de la République, dans son plan eau, propose aussi une tarification progressive. C'est pas la même chose ? C'est un des aspects. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un plan, il y a
plusieurs mesures qu'il va falloir mettre en place. Je pars de l'Hérault, par exemple. Dans l'Hérault, une grande part de l'eau sert à l'agriculture. Ici, ce sont les vignes, en grande partie. Eh bien, il va y avoir à long terme des conflits sur l'usage de l'eau et un besoin de répartir. Ça veut dire qu'il faut garantir le droit à l'eau en garantissant la gratuité des mètres cubes vitaux, préserver la quantité et la qualité de l'eau qui est trop souvent polluée. Mais où est la nouveauté? Montpellier expérimente déjà cette tarification progressive avec les usages de nécessité, les usages de commodité. Oui, ce n'est pas mal, c'est même plutôt bien. C'est un des aspects et peut-être que cela justifierait d'invectiver un petit peu moins la France insoumise lorsque finalement lorsque le maire de Montpellier se retrouve à piquer dans les idées que nous avons travaillées depuis des décennies. Et puis bon, la tarification, c'est une mesure sociale nécessaire qui doit s'inscrire dans un principe plus large que nous appelons la règle bleue. C'est-à-dire ne pas prélever à la planète plus d'eau qu'elle ne peut en régénérer. Et puis ça veut dire qu'il va falloir mettre en place à un moment donné aussi la bifurcation écologique et que ça va passer par la bifurcation paysanne, c'est-à-dire une agriculture respectueuse de l'environnement. Et tout cela nécessite de repenser nos usages de l'eau. Merci, c'était votre mot de la fin. Merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation et à vous de nous suivre. Vous pouvez revoir cette émission sur France.tv, à suivre toute l'actualité régionale dans votre région sur France 3. Très bon dimanche.